Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux d'être ici. On vit un moment incroyable. D'ailleurs, je vis un moment extraordinaire et je voulais en profiter pour remercier les organisateurs, Marie et André ici qui a provoqué tout ça. Mais nous, collectivement, on vit un moment unique. C'est quoi ce moment? C'est qu'on est en train d'assister à l'émergence d'une théorie scientifique de la création. Et quand je dis création, je pense à créativité, je pense à innovation, je pense à tout ça. Tout ça est lié. On ne peut pas comprendre l'innovation si on ne comprend pas la créativité réciproquement. Donc on est en train d'assister à l'émergence de cette théorie. Et imaginez-vous qu'on est en 1697, quand Newton publie les principes mathématiques qui ont fondé la physique. Derrière Newton, il y a eu des milliers, une quantité faramineuse d'inventions, de découvertes, de choses extraordinaires qui en ont découlé. On est à ce moment-là précisément pour la création, pour la créativité, pour l'innovation. Et je le dis parce que vous êtes sûrement intéressés, parce que vous vivez par et pour la création. Ceux qui vont comprendre ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, vont être les maîtres de l'avenir. Donc c'est important d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans ce domaine-là. Alors pour moi, qui suis physicien au départ, j'ai commencé à travailler comme chercheur en physique théorique, figurez-vous. C'est d'autant plus émouvant parce que j'ai fait un pari il y a 20 ans qui consistait à quitter la recherche fondamentale en physique théorique pour m'intéresser à la recherche en innovation, comprendre ce que c'était. Et je vois ce pari un peu fou, ce pari qui a inquiété mes parents, qui a inquiété mes amis, sérieusement. Je vois ce pari aboutir. Non pas que c'est moi qui porte ça, on est plein à le porter, c'est un mouvement collectif, mais c'était complètement inimaginable à l'époque de penser qu'on allait aboutir à ces résultats-là à l'échelle de 20-30 ans. Mais c'est important pour nous tous. D'abord, c'est important pour vous individuellement, parce que on va avoir des outils de créativité qui vont être extrêmement puissants, extrêmement efficaces, beaucoup plus puissants et beaucoup plus efficaces que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Mais pas simplement au niveau professionnel, au niveau individuel aussi. Parce que quand vous créez quelque chose, vous créez en même temps ce que vous allez devenir. Quand Picasso, en mars 1907, peint Les Demoiselles d'Avignon, il peint un tableau qui va changer l'histoire de l'art, bien évidemment, mais il va inventer un nouvel être qui s'appelle Picasso, qui va être le plus grand peintre du XXe siècle. Et c'est ce que Jung avait compris quand il s'intéressait aux travaux des alchimistes. C'est que les alchimistes, en fait, en réalité, ils ne cherchaient pas à transformer du plomb en or, ils cherchaient à transformer un humain normal en humain spirituellement plus élevé, en fait. Et c'est une des choses qui m'a le plus marqué dans cette quête, c'est que c'est fascinant à quel point c'est profond. C'est fascinant à quel point ce sujet a des ramifications extrêmement importantes partout dans nos vies. Et pour tout vous dire, quand j'ai commencé cette quête, je me posais la mauvaise question. On se pose toujours la mauvaise question quand on est un chercheur et quand on se lance dans un sujet nouveau. La question que je me posais, c'est quoi la créativité? Maintenant, je peux répondre à cette question, mais je m'aperçois que ce n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est pourquoi on a oublié ce que c'était que la créativité. Parce que tout ce qu'on comprend aujourd'hui, maintenant, on le savait il y a 2500 ans. Et si j'avais le temps, peut-être dans une autre conférence, une autre année, je vous expliquerai comment le conte du petit chaperon rouge est en train de décrire exactement la théorie du design thinking qui a été mise au point en 1999 sur la côte ouest des États-Unis. C'est incroyable. Donc en fait, on ne découvre pas ce qu'est que la créativité, on redécouvre quelque chose qui a été oublié, volontairement oublié. Et ça, c'est un point qui est très important, qui a été mis de côté par notre éducation, par notre culture, au profit d'une chose très importante qui s'appelle la raison. Mais voilà, si la raison est dominante, elle ne doit pas être ultra dominante. On a besoin d'un contrepoids qui s'appelle la créativité. Et c'est aussi important pour nous, collectivement, parce qu'on arrive à un moment qui est particulier de notre histoire collective. On arrive dans un moment de chaos. Le mot chaos, c'est un vieux mot grec qui désignait la gueule du fauve qui s'ouvre au moment où il va dévorer sa proie. C'est un mot qui est très fort. Donc c'est la création qui se mêle à la destruction. Création parce que quand le fauve ouvre la gueule pour dévorer sa proie, il est en train de créer les muscles, les viscères, tout ce qui lui permet de vivre. Mais en même temps, évidemment, il détruit sa proie. Eh bien voilà, on est dans un monde de création et de destruction. Et les enjeux auxquels nous, on va faire face collectivement sont des enjeux de création et de destruction. Mais voilà, détruire, c'est facile. Tout le monde sait détruire. Mais créer, c'est beaucoup plus difficile.
Et il se trouve que personne ne nous a expliqué comment créer. Donc l'enjeu de cet avènement scientifique qui s'appelle la création, la créativité, l'innovation, utilisez le mot que vous voulez, c'est vraiment la capacité de piloter le chaos. Ce qui va être, je pense, une des forces, une des compétences fondamentales de ces prochaines années. Je vais vous donner 6 principes de créativité, 6 principes qui vont vous permettre d'utiliser la créativité. Et je vais vous les donner tout de suite, parce que comme ça, ceux qui sont uniquement intéressés par les principes pourront quitter la salle et faire autre chose. Mais ce n'est pas les 6 principes qui vont être les plus importants, c'est comment je suis arrivé, ou comment on est arrivé à ces 6 principes. Ces 6 principes, on va en parler tout de suite. C'est quoi? Premier principe, faites de la place. La créativité exige un espace mental extrêmement important. Vous ne pouvez pas être créatif si votre agenda est rempli à plus de 50%. Et je vais le dire autrement. Si vous êtes créatif dans une entreprise et que votre agenda est rempli à plus de 50%, non seulement vous faites une erreur qui peut avoir des conséquences graves pour votre santé mentale, mais vous faites une faute professionnelle. Vous êtes un ou une créative. Vous devez avoir de l'espace mental. Deuxième principe, sortez de la routine. La routine est nécessaire. On vit dans un monde qui est trop complexe. On a besoin de faire les choses par automatisme. Mais en même temps, si vous faites uniquement les choses par automatisme, vous ne serez jamais créatif. Parce que la créativité, elle vient d'une question qui arrive alors que vous faites autre chose, toujours. Et c'est ce « alors que vous faites autre chose » qui est important. Si vous êtes capable de capter cette question-là, au milieu de votre routine, si vous êtes capable de vous dire « tiens, ça c'est bizarre », alors même que vous êtes parti pour faire autre chose, c'est là où vous allez être créatif. Troisième principe, rien n'est un déchet. Ici, j'aime bien citer une chorégraphe américaine qui s'appelle Tula Tarp, d'origine polonaise, qui disait « en créativité, tout est un matériau, tout est pertinent, tout est potentiellement utile. » Et on les reconnaît, les personnes créatives. Elles sont incapables de jeter un bout de ficelle. On ne sait jamais ce qu'on pourra en faire. Picasso était comme ça. On est tous comme ça. C'est très important. Rien n'est un déchet. Quatrième principe, pas d'approbation. Si vous faites quelque chose de créatif, vous faites quelque chose de provoquant. Vous ne pouvez pas espérer une approbation. Je vais le dire d'une autre manière, un peu, pour rendre hommage à mon côté français, parce que je suis d'origine française. Si on avait demandé au peuple en 1789 de voter, on aurait toujours un roi en France. Voilà, à un moment, quand vous faites quelque chose de provoquant, il faut que votre conviction soit plus forte que le consensus. Cinquième principe, ton rêve rêve de toi. Ça veut dire quoi, ton rêve rêve de toi? Une des choses qui est caractéristique de la créativité, c'est qu'à un moment, vous allez avoir une idée. Et puis l'erreur classique que tout le monde fait, parce que c'est comme ça qu'on est éduqué, c'est d'essayer de la juger. D'essayer de se demander est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée. N'essayez même pas, vous n'y arriverez pas, et surtout vous allez détruire votre processus. En revanche, il y a quelque chose qui peut vous dire que vous êtes sur la bonne piste, que c'est ça qu'il faut faire. Et c'est le fait que cette idée, elle est rémanente, elle reste en vous. Elle vous hante, cette idée. Le principe « ton rêve rêve de toi », ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette idée qui vous hante, elle vous appelle, en vérité. Donc, quand vous avez une idée dont vous vous souvenez le lendemain, une semaine après, un mois après, prêtez-y 2 fois plus attention, parce que c'est une idée créative qui cherche quelqu'un pour la réaliser. 6e principe, braconner le réel. C'est Picasso qui disait les artistes normaux empruntent, les grands artistes volent. Toutes les idées sont dans l'air. Vous avez le droit et vous avez même le devoir en tant que personne créative de les attraper. Une idée n'appartient à personne. C'est ça, braconner le réel. Ça veut dire, inspirez-vous de tout ce qui se passe autour de vous, dans l'underground, dans la vie réelle. Il y a des morceaux d'idées qui sont là et qui attendent que vous les trouviez, que vous les formuliez, que vous les réalisiez. 6 principes. Faites de la place, sortez de la routine, rien n'est un déchet, pas d'approbation, braconner le réel et ton rêve rêve de toi. Ces 6 principes, ce qui compte, ce n'est pas ces 6 principes. En réalité, c'est comment on aboutit à ces 6 principes. Parce que des gens qui vous parlent de principes créatifs, il y en a plein. Et
certaines de ces personnes qui parlent de principes créatifs ont des résultats qui sont très justes. Mais on peut toujours se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas un septième? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre qu'on aurait oublié? Ou alors pourquoi est-ce que cette personne va nous donner 10 principes et l'autre 10 principes aussi, mais différents? Il y a une dimension de subjectivité. Ce qui est important dans ce que je vous dis, c'est le fait que ces 6 principes, je peux vous les démontrer. C'est la partie immergée de l'iceberg. C'est ça que je vais vous faire maintenant. Et pour vous les démontrer, je vais commencer par vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Jeff Bezos et Mackenzie Scott Turtle inventant Amazon. Ça va être un prétexte. On va parler d'innovation, mais vous allez voir comment ça va arriver. Donc peut-être une image. Non, ça n'a pas l'air de marcher. C'est un gag. Ça va arriver. Yes, ben voilà. Jeff Bezos, Mackenzie Scott Turtle. Quand on parle d'Amazon, on a l'habitude de penser à Jeff Bezos, mais c'est très important de noter que Mackenzie Scott Turtle, qui était sa femme à l'époque, est une co-créatrice d'Amazon. Donc on est en février 1994. Les deux travaillent dans une entreprise qui s'appelle D.E. Shawn and Company, qui est une sorte de laboratoire technologique qui utilise les technologies pour faire du trading, essentiellement. Jeff Bezos lui-même dirige une équipe de traders qui est basée à Chicago depuis Manhattan. Et puis, en février 1994, il feuillette une feuille de chou. On dirait un pamphlet, quelque chose, une sorte de publication de très mauvaise qualité, en noir et blanc sur un papier un peu cheap. Cette publication s'appelle Matrix News. Elle est faite par un gars qui s'appelle John S. Quaterman, qui vit à Austin, au Texas, et qui est un fou d'ordinateurs et de réseaux. À l'époque, en 1994, les ordinateurs commencent à émerger, on sait que c'est important, mais les gens qui pensent au fait que des ordinateurs peuvent dialoguer entre eux, il n'y en a pas beaucoup. Et lui en fait partie. Je vais vous montrer une image de Matrix News. Voilà à quoi ça ressemble, Matrix News de février 1994. Et puis, à page 3, il y a un diagramme. Et ce diagramme, il a tracé le nombre de bits qui sont échangés entre ordinateurs distants. Pardon, ça va revenir. Le nombre de bits échangés entre ordinateurs distants suivant le protocole. Il y a différents protocoles qui sont là, peu importe les protocoles, parce que vous les avez oubliés, il y a Gopher, il y a Prospero, il y a Z3950, et puis il y en a un qui s'appelle World Wide Web. C'est celui qui grandit énormément ici. Et justement, Jeff Bezos regarde ce diagramme et comprend que le nombre de bits échangés par des ordinateurs distants suivant le protocole World Wide Web a été multiplié par 2500. Ça fait une croissance de 230 000 %. Et là, il s'arrête. Et là, il se dit, mais il n'y a rien qui grandit comme ça. C'est l'observation clé. Et tout de suite, il se dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Avec Mackenzie Scott Turtle, sa femme qui travaille aussi chez D.E. Shawn and Company, ils comprennent qu'une manière de capturer la valeur avec cette observation, pardon, c'est de créer un magasin virtuel. Pourquoi? Parce que les limitations d'un magasin, c'est le nombre de produits que vous pouvez mettre dans votre entrepôt. C'est les mètres carrés. Alors qu'en virtuel, il n'y a aucune limite à ça. C'est l'idée clé. Il appelle ça le magasin universel. Universal Store. Et puis très vite, il se demande, mais c'est quoi le premier produit qu'on doit vendre? Et puis là, il conclut très rapidement que le premier produit, ça doit être des livres. Pourquoi des livres? Parce que d'abord, il y a 2 distributeurs aux États-Unis, c'est facile. Ensuite, parce que c'est le produit où il y a le plus grand contraste entre le nombre de livres que vous pouvez mettre dans une librairie et puis le nombre de livres qui sont en vente. On parle de millions de livres par an. Et puis enfin, il y a un avantage décisif, c'est que les livres, ils ont déjà un numéro qui s'appelle l'ISBN, International Serial Book Number. Ils sont déjà digital ready, si vous voulez. On peut numériser tout ça très vite. Et donc, il se lance dans l'idée de fabriquer un site qui vende des livres sur Internet. Son business model, son modèle d'affaires est très simple. Quand quelqu'un va lui commander un livre, il va commander le livre chez le distributeur et puis il va envoyer ce livre à la personne qui l'a commandé. Autant vous dire d'avance, ce business model ne peut pas marcher. Non pas qu'il est difficile, il est impossible. Et c'est vraiment intéressant. Il est impossible, pourquoi? Parce que les distributeurs exigent une contrainte, c'est qu'on ne peut pas leur commander un livre. Au minimum, on doit leur commander 10 livres. Mais si à chaque fois que quelqu'un commande un livre à Jeff Bezos et Mackenzie Scott Turtle, il doit en commander 10, il est mort. Il ne peut pas réaliser ça.
C'est intéressant de comprendre que son business model ne peut pas marcher pour une raison de fond. Mais ce n'est pas grave, il se lance. Il crée l'entreprise qui s'appelle Cadabra.com à l'époque, en juillet 97. Il démissionne. Et puis il commence à construire le site. Et puis il s'affronte à cette difficulté que j'ai mentionnée. Et là, il trouve une ruse extraordinaire. Les distributeurs exigent qu'on leur commande 10 livres, mais ils n'exigent pas de livrer 10 livres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jeff Bezos, à chaque fois qu'il a une commande, il va commander au distributeur ce livre plus 9 livres sur le Lichen, publié en 1923, que personne n'a. Donc le distributeur va lui rendre juste le livre qu'il a commandé. C'est génial. C'est impossible, mais c'est génial. Ça marche. Et puis, petit à petit, il va mettre en place tout un tas de choses qui vont faire en sorte que le site va être, on dirait, user-friendly aujourd'hui, c'est-à-dire facile à aborder. Il va y avoir des éléments de, de domestication, c'est-à-dire le fait que, par exemple, on va personnaliser les pages sur Amazon. Vous avez acheté ça, vous aimerez peut-être ceci. Et puis, un autre aspect qui est très important, c'est l'affiliation. À chaque fois que quelqu'un commande un livre à travers un autre site, ce site va gagner de l'argent. Donc il va ouvrir le réseau d'Amazon très rapidement. Le site est mis en ligne le 16 juillet ou le 15 juillet 1995. Et là, il y a une anecdote qui me plaît beaucoup. C'est Jeff Bezos qui raconte ça dans une conférence qu'il donne le 4 mai 2001, où il raconte l'histoire d'Amazon. Et il dit, imagine la scène, on est dans le garage de la maison de Mackenzie Scott Tolton et Jeff Bezos. Il y a des tables remplies d'ordinateurs, il y a des câbles partout. Et puis tout le monde est affairé pour construire ce site-là. Ils sont la veille de le lancer. Et puis Jeff Bezos raconte, à un moment, quelqu'un lève la tête et dit « Je n'arrive pas à me rendre compte si tout cela est incroyablement optimiste ou désespérément pathétique. » Et il ajoute, dans cette conférence de mai 2001, « Effectivement, nous ne savions pas, le 15 juillet 1995, si les gens allaient adopter la technologie dans l'état où elle était. » La technologie dont tu parles, c'est Internet, évidemment. Pourquoi c'est intéressant, cette anecdote? Parce que, ici, on tombe sur une caractéristique majeure de la créativité, c'est l'ambivalence. Une idée créative est toujours ambivalente. Vous ne pouvez pas savoir, je vous l'ai dit, si c'est une bonne ou une mauvaise idée. De la même manière que Jeff Bezos ne pouvait pas savoir si c'était incroyablement optimiste ou désespérément pathétique. Voilà, dans la vie normale, la raison nous permet de trancher. On est capable de dire si quelque chose est incroyablement optimiste ou désespérément pathétique, mais pas en créativité. Sachez-le, retenez-le, vous ne saurez pas. Je vais vous la faire courte. En juillet 96, le site est à peu près achevé. Au moment où il sort, il n'est pas achevé. Je vais vous raconter un truc qui est fou. Il est tellement débile, ce site, débile au sens étymologique, faible, que si vous commandez un nombre de livres négatif, Amazon vous crédite de votre carte, en fait. Donc, vous pouvez dire que des fois, il faut lancer les trucs sans que ça soit parfait. On est d'accord. Mais voilà, juillet 96, décembre 96, il est fini. Il est prêt à diffuser. Voilà le site, voilà le logo d'Amazon en 96. Et puis, c'est une aventure qui va se développer. Ça va avoir un succès incroyable jusqu'en, je crois que j'ai mis 2017 le chiffre, plus de 100 milliards de capitalisation, 8500% d'augmentation des parts. Et puis voilà à quoi ça ressemble maintenant Amazon, cet immense entrepôt. Ils ont effectivement réalisé ce magasin universel. Donc il y a plein de choses à apprendre de cette histoire, mais en particulier, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est la séquence, la structure du processus d'innovation. Et à quoi ça ressemble la structure de ce processus d'innovation? Ça ressemble à ça. 3 étapes. Une observation clé, c'est le fait que le nombre de bits échangés par les ordinateurs en un an a multiplié par 230 000%. L'idée clé, c'est le magasin universel, et puis l'objet clé, c'est le site qui est prêt à diffuser, le site qui fonctionne en juillet 96. Alors vous allez me dire, c'est plus compliqué. Oui, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce que quand Jeff Bezos, ou tous les gens qui ont participé à cette aventure, nous racontent cette histoire, ils nous racontent uniquement ce qui concerne cette histoire. À quoi ça ressemble en réalité? Ça ressemble plutôt à ça. Pendant très longtemps, Jeff Bezos cherche. J'ai représenté ça par une marche au hasard. Il cherche quelque chose à faire et il ne sait pas quoi. Donc dans cette marche, il va avoir des idées, il va observer des choses, mais rien ne va aboutir. Et puis à un moment, il va faire cette observation en février 1994 que
les ordinateurs distants commencent à s'échanger de plus en plus d'informations. Sur le coup, il ne peut rien en faire. Mais quelque temps après, il a cette idée de faire le magasin universel. Et il se passe deux choses à ce moment-là. Première chose, l'idée émerge à sa conscience. Tout d'un coup, il a l'idée de faire le magasin universel. Ils ont l'idée, avec Mackenzie Scott Turtle, de faire le magasin universel. Et deuxième chose importante, cette idée s'accroche sur l'observation, sur le fait que les échanges entre ordinateurs sont en train d'exploser. C'est cette alliance qui est très importante. Et puis, pourquoi elle est très importante? Parce qu'elle va changer complètement la dynamique mentale des créateurs. On va passer d'une marche au hasard à quelque chose qui va être beaucoup plus dirigé. Tout d'un coup, ils savent ce qu'ils veulent faire. Bien sûr, ils vont se tromper. Bien sûr, ils vont faire des erreurs. Bien sûr, ça ne va pas être linéaire. Mais ils savent ce qu'ils veulent faire. Donc voilà à quoi ça ressemble en réalité le processus. Mais si on garde ça en tête, si on a ça dans le back burner, on peut simplifier tout ça sous cette forme-là. Et c'est ce que j'appelle le premier principe d'universalité. Pourquoi j'appelle ça le premier principe d'universalité? Parce qu'on le retrouve partout dans tous les processus d'innovation, que ce soit la découverte scientifique, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la création artistique. Je pourrais vous parler de Picasso, où on obtiendrait le même résultat. Alors bien sûr, les échelles temporelles varient. Des fois, c'est très court entre l'observation clé et l'idée clé. Des fois, c'est très long. J'ai même un cas où c'est 12 ans. Quelqu'un a fait l'observation clé, 12 ans après, il a eu l'idée. Enfin, quelqu'un d'autre a eu l'idée. Mais on retrouve ce processus à chaque fois. Et donc, c'est pour ça que j'appelle ça le premier principe d'universalité. Ce schéma, il est sympa, mais il ne nous dit pas tout. En particulier, il nous cache une réalité. C'est quoi? C'est que l'observation clé, l'idée clé, l'objet clé n'ont pas le même statut dans ce processus. Voilà ce qu'il faudrait dessiner si on était rigoureux. Il y a une alliance qui se produit entre l'observation clé, le carré rayé, l'idée clé, le cercle rayé, et c'est cette alliance qui est le germe du processus de création qui va donner ce que j'appelle l'objet clé. Et ici, donc, quand je parle d'objet, c'est générique. Ça peut être un produit, un service, un tableau, une œuvre, peu importe. Donc voilà à quoi ça ressemble symboliquement le processus d'innovation. Alors j'ai oublié aussi un truc, c'est que ça va diffuser. Donc en fait, en réalité, c'est ça. Vous avez ce germe, l'alliance entre l'observation clé et l'idée clé. Vous avez l'objet clé, et puis après, il y a la diffusion jusqu'à le I, c'est mis pour innovation. Voilà. Quand ça atteint une fraction significative de la communauté dans laquelle vous êtes, vous avez fait une innovation. Et ça, c'est vachement intéressant. Pourquoi c'est vachement intéressant? Parce que tout d'un coup, on est capable de distinguer deux choses que très peu de gens distinguent. On peut distinguer la créativité de la création et de la diffusion. La créativité, c'est le fait de créer cette alliance entre une observation clé et une idée clé. C'est ça fondamentalement la créativité. Et vous comprenez que c'est très différent de ce qu'on nous a dit jusqu'à présent. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ces domaines-là, on m'a expliqué que la créativité, c'est la capacité de produire une idée. Ben non, ce n'est pas une idée, c'est une alliance et il y a une observation de terrain dedans. Et puis surtout, vous voyez quelque chose qui est très intéressant, c'est que la créativité et la création, pour la plupart des gens, sont des synonymes. Mais non, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que la créativité, c'est une réaction chimique. C'est du binaire, c'est du 0 ou 1. Ça ne se produit pas ou ça se produit. Tandis que la création, c'est un processus qui est lent, qui est progressif, qui est continu. Ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que les personnes créatives, au moment décisif, elles ont un sentiment d'illumination. Ce n'est pas tant qu'elles savent exactement ce qu'elles doivent faire, c'est que tout d'un coup se produit cette réaction. C'est binaire, ça se produit ou ça ne se produit pas. Alors, qu'est-ce que l'on cherche? Pour pouvoir rentrer dans le processus, je vais vous décrire ce que l'on cherche. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une observation clé? C'est une observation qui a trois caractéristiques. C'est un détail singulier, méprisé. Prenons le cas de Jeff Bezos. Oui, l'augmentation du nombre de bits échangés par les ordinateurs distants suivant le protocole qui s'appelle World Wide Web en 1994, c'est un détail. Personne ne fait attention à ça. C'est d'un détail qui est singulier. Oui, ça pose une question nouvelle. 230 000 %, c'est pas rien comme augmentation. Et puis, c'est un détail qui est méprisé. Encore une fois, il suffit de voir la tête de Matrix News pour savoir que personne ne s'intéresse à ce sujet, sauf un fou à Austin qui s'appelle J.S. Quaterman. Merci à lui. Donc, une observation clé, c'est toujours ça. Et puis, une idée clé, c'est quoi? Une idée clé, c'est toujours lié à l'observation clé. C'est l'alliance dont je vous parlais, évidemment. Elle est vivante. Elle est vivante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est floue et puis qu'elle évolue très rapidement. Elle est provocante.
Je vous l'ai dit, son business model, là, Jeff Bezos et Mackenzie Storkottle, ne tenait pas la route. Il était impossible à tenir. Et puis enfin, elle est ubiquiste. Le mot ubiquiste, c'est un mot un peu savant pour dire que la même idée émerge au même moment, portée par des gens qui s'ignorent. Au moment où Jeff Bezos et Mackenzie Scott Turtle créent Amazon, il y a déjà des gens qui vendent des livres sur Internet. Il n'est pas le premier. Ce n'est pas ça qui compte. Ne cherchez pas à être absolument original. Si vous êtes le premier, vous êtes en danger. Vous devez être parmi les premiers. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et justement, le fait qu'il y ait d'autres gens qui pensent à la même chose au même moment, c'est un très bon signe. C'est un signe que vous devez observer. Et puis enfin, un objet clé, je vais passer rapidement parce que ce n'est pas du tout l'objet de la conférence, mais je le mentionne quand même. C'est quoi un objet clé? C'est quelque chose, mettons le site, qui prouve la possibilité de réaliser l'idée clé, qui rend obsolète la réalité antérieure, qui est domestiqué, c'est le fait que les gens soient familiers avec cet objet. Et puis enfin, qui est écosystémisé. Écosystémisé, encore une fois, c'est un terme un peu savant, mais ça veut juste dire que ce que vous faites est lié à ce qui existe. D'accord? Le fait que Jeff Bezos mette en place l'affiliation, ça veut dire que tous les autres sites qui parlent de livres ont intérêt à ce que Amazon grandisse, ont intérêt à ce que Amazon continue d'exister. Et ça, c'est très important pour Amazon. Donc voilà, faisons une sorte de synthèse de tout ça. L'observation clé, 3 attributs, l'idée clé, 4 attributs, l'objet clé, 4 attributs. On a 11 attributs. Ces attributs-là, c'est ce que j'appelle le deuxième principe d'universalité. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on le retrouve dans tous les processus de création. Je pourrais vous raconter l'histoire du cubisme, l'histoire des Demoiselles d'Avignon, le tableau qui a été peint par Picasso en mars 1907. On retrouve toutes ces caractéristiques. Je pourrais vous raconter la découverte de la pénicilline, on retrouve toutes ces caractéristiques, etc., etc. Donc, encore une fois, à chaque fois qu'il y a un processus de création, on retrouve ces 11 caractéristiques. Et pour revenir sur mon parcours, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, une manière de poser la question qui me hantait, c'était c'est quoi le point commun entre Einstein et Picasso? Et à l'époque, on me répondait ils ont eu une idée originale. Ok, bof, pas terrible. Voilà, la réponse maintenant, c'est qu'il y a 11 points communs entre Picasso et Einstein. Ils ont fait le même processus, évidemment dans des domaines différents, mais avec les 11 points communs. Et ça n'est pas rien d'avoir ces 11 points communs. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, par exemple, de savoir quel type de difficulté il y a derrière le processus. Parce que derrière chacun de ces, ce que j'appelle les attributs, c'est-à-dire les caractéristiques, il y a une difficulté. Prenons le premier, un détail. Voilà, tout le monde sait que dans le monde actuel, c'est très difficile de faire attention aux détails. Pourquoi c'est très difficile de faire attention aux détails? Parce qu'on est surchargé, parce que nos agendas sont pleins, parce qu'on fait en sorte que tout le monde soit surchargé. Et d'ailleurs, je le dis sans gêne, je pense que c'est un enjeu politique. Le fait qu'aujourd'hui, maintenant, de plus en plus de gens, surtout les gens créatifs, sont surchargés, ce n'est pas possible que ça soit un hasard. Je pense qu'il faut réfléchir à ça en termes politiques. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à empêcher les gens créatifs d'être créatifs précisément? Mais voilà, c'est une difficulté, s'intéresser aux détails. Imaginez, Jeff Bezos, il dirige des traders à Chicago. Il a encore le temps de lire Matrix News. C'est ça peut-être la chose la plus extraordinaire de ce processus-là. Donc voilà, derrière chacun de ces attributs, caractéristiques, appelez-les comme vous voulez, il y a une difficulté. Une des questions qu'on peut se poser, c'est lesquelles sont génériques et lesquelles sont spécifiques. Ça veut dire quoi? Il y a certaines de ces difficultés qui sont génériques. Ça veut dire qu'elles sont difficiles, mais indépendamment du domaine. Faire attention aux détails, qu'on soit un artiste peintre, qu'on soit un ingénieur, qu'on soit un chercheur, qu'on soit un entrepreneur, c'est toujours difficile. Et c'est difficile de la même manière. C'est générique, comme difficulté. Maintenant, voilà un moment quand vous êtes entrepreneur, mettons, et que vous voulez faire une entreprise, il y a des difficultés qui sont spécifiques, qui sont liées au fait que vous êtes entrepreneur, qui ne sont pas les mêmes difficultés que Picasso qui doit peindre son tableau, qui s'appelle Les Demoiselles d'Avignon, qui ne sont pas les mêmes difficultés que Dyson, quand il doit faire son aspirateur sans sac, quand il a l'idée de faire son aspirateur sans sac. Donc il y a des difficultés qui sont spécifiques au domaine dans lequel vous êtes. Question. Sur ces 11 caractéristiques, combien sont spécifiques, combien sont génériques? Qui c'est qui a envie de se lancer? Allez-y, imaginez.
Combien sont génériques? Combien ne dépendent pas du domaine? Combien sont spécifiques? Combien sont liés au domaine dans lequel les personnes innovent? Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer? 50-50? Quelqu'un veut dire autre chose? Aucune qui est spécifique. OK, on va voir. J'ai fait le travail. Spécifique en jaune, générique en vert. Ben oui. Quand vous devez prouver la possibilité de réaliser votre idée, quand vous êtes ingénieur, vous avez une idée de, je sais pas, device, bibit, ben à un moment, vous devez la fabriquer. Ça, c'est spécifique. Quand vous avez l'idée de faire un tableau comme Picasso en mars 1907, à un moment, il va falloir prendre le pinceau et puis le faire, le tableau. Donc, il y a des difficultés qui sont spécifiques. Mais, vous le voyez, la vaste majorité des autres difficultés sont génériques. On peut faire le calcul. 1 sur 11, c'est 9,1. 9,1% des difficultés du processus d'innovation sont spécifiques. 90,9% sont génériques. C'est un chiffre qui est fou quand on y pense. C'est un chiffre qui est fou de plein de manières. D'abord parce que moi, quand j'ai fait ce calcul la première fois, j'étais super énervé. J'étais super en colère, je vais vous le dire. J'ai fait 8 années d'études après le cégep. Des études super dures. J'ai fait un PhD en physique théorique, etc. Et à la fin de ces 8 années d'études, je n'avais appris que 9,1% des compétences nécessaires pour faire une découverte majeure. C'est ça que ça veut dire. Vous êtes ingénieur. Vous faites des études, pareil, 8 ans, super dures. À la fin de ces 8 ans, vous n'avez appris que 9,1% des compétences nécessaires pour faire une technologie qui va changer le monde. Ça fait pas beaucoup quand même, hein? Je sais pas vous, mais moi j'étais en colère. Il y a un autre truc qui est important. Ça veut dire aussi un truc qui est super important. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être un expert ou une experte pour faire une innovation. L'expertise, c'est 9,1% des problèmes que vous allez rencontrer. Donc lancez-vous. Et d'ailleurs, c'est comme ça que font les entrepreneurs. Quand Musk et les autres ont créé PayPal, ils n'ont surtout pas embauché des banquiers. Ils ont embauché des gens qui n'avaient pas de compétences en banque. Pour cette raison-là, ça explique pourquoi est-ce qu'on est capable de disrupter un domaine, un champ, sans connaître. D'accord? Encore une fois, vous voulez améliorer un produit, vous avez besoin d'être un expert à 100%. Vous voulez améliorer, je ne sais pas moi, le téléphone. Ouais, vous avez besoin d'être un expert. Mais l'amélioration de produit, ce n'est pas l'innovation. Ce n'est pas la même chose. Innover, c'est faire quelque chose que jamais personne n'a fait avant vous. Et c'est ça qui explique ce chiffre-là. Et puis maintenant, je vais revenir sur la créativité parce que c'était ça, le point de départ. Vous vous souvenez, c'est l'alliance. Donc maintenant, je vais m'intéresser uniquement à ces caractéristiques qui sont liées à la créativité. Vous vous souvenez, la créativité, c'est l'alliance de l'observation clé et de l'idée clé. Donc ça veut dire que je vais m'intéresser uniquement aux attributs de l'observation clé et de l'idée clé. Les voilà. Et donc, si je reformule ce que j'ai dit au début, la créativité, c'est la capacité de trouver un détail, singulier, méprisé, associé à une idée qui est vivante, provocante, ubiquiste. On est d'accord, c'est ça que j'ai dit. C'est juste la transposition de ce que j'ai dit au début. Regardez, à chaque caractéristique, vous avez le principe que j'ai dit au début. Ils sont là. Je peux vous les démontrer. Il n'y en a pas 7, il y en a 6. D'accord? Alors on peut changer la formulation, mais ils sont là. Et c'est ça qui compte. Encore une fois, des principes de créativité, vous pouvez les utiliser comme un outil super puissant pour changer ce que vous êtes en train de faire, vous. Vous changez de vie peut-être, j'en sais rien. Mais vous pouvez aussi comprendre que derrière ça, il y a une théorie qui peut vous permettre de faire beaucoup plus que ça, à beaucoup plus grande échelle. Et c'est ça le message que je voulais vous passer. On vit un moment extraordinaire parce qu'on vit un moment où, tout d'un coup, l'espace des possibles est en train de s'ouvrir sur ces sujets-là. Ça fait 2500 ans qu'il est fermé. Pour des raisons que je pourrais vous expliquer, mais ce serait long. Ça fait 2500 ans qu'on nous empêche de comprendre ce que c'est que la création, que la créativité. Et cet espace, il est en train de nouveau de s'ouvrir. Donc profitez-en. J'ajoute, on a besoin, non pas de changer le monde, mais on a besoin de changer deux mondes. Et on a besoin de vous pour ça. Donc allez-y, go. Une dernière référence, si ça vous intéresse, il y a un bouquin qui est sorti là-dessus. Et ce sera ma dernière diapositive. Merci pour votre attention. On va laisser du temps pour les questions maintenant.